Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture sur le début de mes lectures du mois de mai. Il y aura un second point lecture qui arrivera dans le mois pour vous parler de la seconde partie de mes lectures du mois de mai parce que j'ai eu un bon rythme de lecture. Donc on va commencer tout de suite histoire que la vidéo ne dure pas longtemps. Mais prenez quand même une petite boisson fraîche ou chaude, tout dépend de la météo. Aujourd'hui il fait dégueulasse, mais les autres jours il a fait super chaud. Et quand vous aurez cette vidéo, je ne connais pas encore la météo. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs ce serait pratique pour s'habiller. Donc voilà, une petite boisson et on y va. J'ai lu le premier tome de la saga Recherche-chasseur de démons, sorcière et tueuse de Cathy French, qui est un des livres de la nouvelle collection d'Urban Fantasy des éditions du Chat Noir avec lequel je suis en partenariat. Et ce premier tome, bien que très introductif, est très sympathique. Mais déjà, de quoi nous parle ce roman? On va y suivre Winter, qui a vraiment besoin d'un boulot. Mais Winter, c'est pas une femme comme les autres. Elle tue déjà des démons de son côté, mais de manière totalement illégale. Là, elle a un entretien dans une boîte et tout ça, qui justement est là pour mener les enquêtes, tuer les créatures surnaturelles qui bafouent un petit peu la loi. Et donc elle se dit, bah ouais, c'est le job parfait. Sauf que arrivé là-bas, il y a un cartel qu'en veut à cette agence. L'agence explose, des agents vont être tués et du coup, elle a toutes ses chances d'obtenir ce poste. Sauf que sa première mission va pas forcément bien se passer. Et puis il y a Dax, un de ses collègues, il est pas forcément très fan de la jeune femme. Elle est pas forcément très fan de lui. Et elle a des secrets et apparemment lui il a de gros doutes sur elle et ça risque de mettre la jeune femme en danger. Alors ici on est sur un récit d'Urban Fantasy qui avance vraiment à toute vitesse, on n'a aucun temps mort. Ça se lit très très rapidement, on est tout de suite plongé dans l'action. On a une héroïne qui ne manque pas de répondants. Toutefois, il y a un mystère qui plane sur sa condition. Et les enquêtes surnaturelles ne jouent pas vraiment en sa faveur parce que on voit qu'elle cache quelque chose, mais les autres ont de gros doutes sur elle. Nous, on a de gros doutes sur elle, mais on ne connaît pas le pourquoi du comment. Et à travers ce roman, à travers l'explosion qu'il y a eu, qui a tué plusieurs enquêteurs, on est tout de suite plongé en plein dans le chaos. Donc quand je vous dis que ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, c'est totalement le cas. À peine embauchée, bah il y a l'agence qui se fait attaquer. Winter, elle a toutes les qualités pour être une super agence, mais Dax, il ne lui fait absolument pas confiance. Et tout ça nous laisse présumer qu'il y aura une relation d'amour enemies to lovers entre les deux. Il y a plein de détails. D'ailleurs, c'est cité dans les hashtags, je ne spoil pas. Quand je vous fais des résumés, j'essaie de ne pas dévoiler plus que la 4e de couverture. Parce que pour moi, si c'est pas dit dans la 4e de couverture, ce sont des éléments à découvrir. Et donc, bon, entre Dax et Winter, c'est vraiment, vraiment tendu. On sent qu'il y a une rivalité, on sent qu'il y a plein de petites choses. Et on est dans quelque chose de très slow burn, mais vraiment très, très, très slow. Et personnellement j'adore ça, ça donne un plus de réalisme à l'histoire. Ce premier tome, il développe vraiment le mystère autour de notre héroïne. Il pose une ambiance concernant la saga. Par contre, au niveau de l'univers, de son développement, au niveau de tout ce qui touche au surnaturel, je pense qu'on pourrait donner un peu plus de précision, un peu plus de matière. Mais toutefois, je pense que ça arrivera par la suite et je suis très très curieuse de la connaître. Par contre, bah, si comme moi vous aimez ce genre de lecture, vous aimez l'urban fantasy, vous aimez les livres qui se dévorent, celui-ci pourrait peut-être vous plaire parce que entre action et révélation on est servi et je sens qu'on n'est pas au bout de nos peines et qu'on a encore pas mal de secrets à découvrir. Dans un de mes derniers points lecture, je vous avais parlé du tome 1 de Tant que nous aurons ensemble de Yuki Akaneda. Je n'ai plus les mangas dans mes mains parce que c'était des emprunts bibliothèque. Et donc là, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3. Le tome 2, je l'avais lu au mois de mai et j'ai lu... non, le tome 2, je l'ai lu au mois d'avril et le tome 3, je l'ai lu au mois de mai. Mais moi, dans mon carnet de lecture, je les ai rassemblés ensemble parce que faire des avis
sur des mangas, c'est pas forcément facile. Et si je vous ai donné mon avis sur le tome 1, parce que c'est la mise en place de l'histoire, j'ai voulu vous faire un avis global sur les 2 premiers tomes. Et le tome 1, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, si vous avez vu la vidéo, sinon je vous laisserai aller voir pour ne pas être trop répétitive. Il ne m'avait pas vraiment convaincue parce qu'on suit Kei et Aki, qui sont 2 personnages qui ont le même nom de famille. Ils ne sont pas mariés, pourtant tout le monde les prend pour un couple marié. Ils vivent ensemble pour d'autres raisons. Et on les suit à travers le temps, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'ils vivent ensemble à telle période, mais en fait on les suit à travers leur jeunesse et à des moments clés de celle-ci. Et il y avait pas mal de clichés qui m'avaient dérangé dans le tome 1. Et je suis contente d'avoir continué et de pas m'être arrêtée à mon impression du tome 1 parce que le tome 2 et 3, je les ai trouvés bien meilleurs et surtout beaucoup plus matures. Dans le premier opus, on était vraiment centré sur l'enfance de nos héros. Et là, dans le tome 2 et 3, on est à d'autres moments de vie où ils sont beaucoup plus matures. Ils sont à l'adolescence, à l'âge de la fac. Donc, c'était déjà beaucoup plus intéressant. Et de ce fait, on a une psychologie qui est beaucoup plus développée. Et l'amour platonique qui existe entre ces 2 personnages prend une importance qui est beaucoup plus grande, plus intéressante à travailler. On va aussi découvrir leur univers autour d'eux, que ce soit à travers la vie familiale et la complexité de celle-ci, mais aussi les relations amicales. Et j'ai trouvé que cet ensemble, ça rajoutait beaucoup de dynamisme à l'intrigue. Et c'est vraiment très chouette parce que j'aime quand il y a un contexte autour des personnages, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Le graphisme, lui, c'est comme pour le tome 1, hein, il est assez simple, très caractéristique du shoujo. Tout est mis en avant pour surtout mettre les émotions du visage, les expressions sur le devant de la scène, mais vraiment je suis curieuse de découvrir la suite. J'ai emprunté les 3 autres tomes à la bibliothèque, j'espère les lire assez prochainement. Avant que je les ramène, ce serait bien parce que j'ai pas mal de retard dans mes emprunts bibliothèque, mais j'ai essayé de rattraper mon retard dans mes services presse, je ne peux pas donner de partout. Mais voilà, je suis très très curieuse. Je crois que la saga n'est pas finie, mais que pour l'instant il y a que 6 tomes de sortie, il y a quelque chose comme ça et que le 7 devrait pas tarder. Mais je suis vraiment pas sûre de moi, donc si c'est une saga qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller vérifier les infos sur le nombre de tomes parce que ça se trouve je vous dis une grosse bêtise. On continue avec mes emprunts bibliothèque. C'est le premier tome de Grace and Fury, Fleur de fer de Tracy Bangart. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. C'est une duologie. On est dans du young adulte. On n'a pas un univers de dingue, mais j'ai beaucoup accroché avec les personnages, ce qui fait que ça m'a bien plu. On est à Viridia, dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit de choisir tout ce qui va toucher à leur avenir. Déjà, moi qui ai binge-watché la série La Servante Écarlate avec mon chéri dernièrement, on était en mode accro, on pouvait pas lâcher l'écran. Juste ça m'a fait penser à La Servante Écarlate. Bon, c'est pas aussi gore que La Servante Écarlate, hein, qu'on soit clair. Et dans cette histoire, on suit Serena qui était destinée à devenir une grâce. C'est des jeunes filles qui sont choisies dans des contrées du royaume et le prince doit choisir celle qui viendra sa première épouse, celle qui viendra sa seconde épouse. Enfin, il y a une espèce de classement dans ses maîtresses et tout ça. Et sa sœur devait être sa servante, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Elle va être accusée à tort d'avoir lu un livre et c'est sa sœur qui va prendre sa place en tant que grâce pendant qu'elle sera emprisonnée sur une île où il va falloir combattre pour survivre parce que c'est une île avec des caractéristiques assez particulières et je vous avoue que j'ai adoré cet aspect. Alors, j'ai trouvé ce roman vraiment très très page-turner, moi il m'a beaucoup plu. Il a pas grand chose d'original, il est très très prévisible sur beaucoup de points, mais je l'ai beaucoup aimé. On a beaucoup d'ingrédients que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des complots politiques, de l'action, on a 2 héroïnes assez badass, des dialogues avec beaucoup de réparties et des personnages masculins qui sont quand même très très charismatiques et ça joue beaucoup. Alors pour moi il y a quand même un petit hic par rapport à tout ça, c'est le manque de développement de l'univers. Vous allez me dire que je dis ça à chaque fois que je lis de la fantasy qui n'est pas de la fantasy adulte, mais je me rends compte que depuis
Voilà. Je mentionne pas le nom, je vous montre juste. Et mon ressenti est toujours un peu pareil. C'est que j'ai tellement aimé cet univers développé que suite à ça, je me suis mis à lire plus de fantasy adulte. Et de ce fait, tout me paraît fade à côté. Voilà. Donc... j'apprécie moi quand il y a un univers qui est décrit, qui est développé, parce que ça me permet de visualiser le contexte dans mon imagination et tout. Je me fais un petit film et tout, je vois les décors, je vois un petit peu comment ça fonctionne au niveau socio-politique et je trouve ça tellement enrichissant, je trouve que ça apporte tellement et ça c'est ce qui manque. Mais on est dans du young adulte, donc en fait moi ça me manque, mais pour ceux qui lisent beaucoup de young adultes, qui ont un peu plus de mal avec de la fantasy adulte, en fait ça pourrait totalement matcher avec vous parce que ça va totalement avec le genre. Donc c'est pas une critique du livre, mais c'est vraiment mon ressenti personnel et je peux pas vous dire que j'aime tout dans un livre quand ce n'est pas le cas. Concernant les personnages à présent, Serena pour moi c'est vraiment le personnage le plus intéressant parce que c'est le personnage qui a le plus d'évolution. Elle a été élevée pour être une grâce et donc comme elle a été élevée pour être une grâce, elle a toutes les manières, toute la façon de faire, tout le comportement qui va avec, le protocole et tout ça, alors que sa sœur était un petit peu plus borderline et elle va se retrouver dans un lieu où il va falloir qu'elle se batte pour survivre et de ce fait on voit vraiment son évolution et j'ai adoré. Nomi, elle ne m'a pas non plus laissé insensible, hein, même si elle m'a énervée parce que je trouvais que dans ce qu'elle faisait, dans ses actions, il y avait des choses qui étaient un peu prévisible au niveau de comment ça allait tourner. J'essaie de vous expliquer ça sans spoiler, c'est pas facile. Mais toutefois, c'est quand même un personnage qui est très très intéressant, qui a beaucoup de convictions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, les personnages qui ont des convictions, qui veulent faire bouger les choses. Et donc, vous l'aurez compris, hein, j'étais très curieuse de connaître la suite, d'où le fait que je suis en train de le lire. J'ai pas beaucoup avancé dedans, mais les journées sont tellement remplies en ce moment que le soir, je m'endors. Comme je viens de lancer un petit peu mon business et que là je commence à avoir pas mal de clientèle, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué de passer du temps à lire la journée et le soir je suis un peu plus fatiguée, mais vous me connaissez, je lis plus facilement la nuit et de ce fait les nuits sont très courtes. J'enchaîne avec la suite d'une duologie que j'ai vraiment adorée parce qu'il y a une plume qui est incroyable. Il s'agit de le règne des chimères, des royaumes immobiles, qui est la suite de la princesse sans visage, j'allais dire la reine, mais non, c'est la princesse de Ariel Holtz. Je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai pas eu un coup de cœur pour le tome 2, mais c'est toutefois une très 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 bonne lecture. Je vous fais pas de résumé du tome 1 parce que je vous en ai parlé plusieurs fois. Vous avez un short entier où je vous fais un petit avis sur ce livre. Vous avez un point lecture où je vous en parle, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez mon avis du tome 1. Je vais essayer de vous en parler sans spoiler comme d'habitude. Donc dans ce tome, un mois s'est écoulé depuis les événements du tome 1. On suit notre héroïne Ivy après tout ça. Et je vous l'ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier opus de la duologie. Donc pour moi, ne pas découvrir cette suite, c'était vraiment quelque chose d'inconcevable. Et je suis vraiment contente que les éditions Slalom m'ont proposé de me l'envoyer. Ça m'a clairement fait faire un petit peu des économies, puisque dans tous les cas, je comptais me l'acheter. Et ce tome 2 nous permet de découvrir les royaumes immobiles. Dans le tome 1, je vous disais que j'avais adoré l'ambiance, mais que j'étais toutefois très très curieuse de voir ce qu'il y avait autour du palais, autour de cette compétition pour le trône. Et là, ça a été le cas. On est plongé dans une quête qui est saupoudrée d'action, d'aventure, de complot, tout ce que j'aime. Et on découvre une héroïne qui est beaucoup moins crédule, qui prend de la maturité, qui va s'affirmer et qui va prendre conscience dans ses capacités. Et ça, c'était vraiment très très chouette. En plus, Ariel Holtz, il a une plume. Mais il a une plume avec une prose incroyable. J'ai trouvé l'ensemble très très poétique. Et la narration est assez hypnotisante. C'est assez particulier et en même temps, c'est tellement bien. Ça apporte
un petit quelque chose aux descriptions, à l'univers, un petit côté enchanteur, même si tout ce qui s'y passe n'est pas forcément rose, il y a une douceur qui se dégage de cette plume. Je crois que j'ai jamais lu une plume pareille, et franchement c'est une très très belle découverte. J'ai très envie de découvrir ce que fait l'auteur en dehors de cette duologie, parce que franchement j'ai vraiment adoré son style narratif, ça a changé de ce que j'ai l'habitude de lire, et voilà, ça fait du bien de lire des choses un petit peu différentes. Et en plus, la plume, elle est vraiment farfelue sur certaines choses, et ça correspond parfaitement à cet univers qui est empreint de chimères. Et si vous aimez les intrigues de cour, si vous aimez les complots, si vous souhaitez en connaître plus sur le royaume des Fays, foncez lire cette duologie, parce que moi, j'ai adoré. Franchement, c'était trop trop bien. J'ai ensuite lu une bande dessinée qui était dans ma wishlist, et je suis contente d'avoir pu la trouver à la bibliothèque. Ça me fait un achat en moins à faire. Et c'est une bande dessinée qui attisait ma curiosité depuis un long moment. Il y a plusieurs trigger warnings dans cette bande dessinée. Je vous explique le pourquoi du comment après. Déjà, je vais vous la citer. Il s'agit de Montagne Russe de Gwenola Morizur et Camille Beniyama. Je vous mets la photo de la bande dessinée à côté de ma tête. Là ou là, je sais pas encore au montage. Et donc, franchement, ça a vraiment été une œuvre graphique qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup mis les larmes aux yeux, qui a eu beaucoup d'écho en moi. On y suit deux personnages, Aimé et Jean, qui depuis des années essaient d'avoir un enfant, sauf que les faux espoirs s'enchaînent, et malgré l'aide de la médecine, ça ne prend pas. Et moralement, Aimée, elle est à bout. C'est très très difficile. Elle perd espoir. La relation de couple aussi, empathie. Et un jour, elle va faire la connaissance d'une maman dans la crèche où elle travaille, qui, elle, a une vie très très compliquée. Elle est débordée, tout ça. Et Aimée va prendre sous son aile le fils de cette maman. Elle s'est vraiment attachée à ce petit garçon, et un lien particulier va se tisser entre ces trois personnages, et c'était juste incroyable. On est vraiment plongé dans un album graphique qui est criant de vérité, qui retrace des parcours de vie difficiles. Au début, juste les planches de la BD, elles m'ont prise aux tripes. Franchement, j'ai trouvé que c'était tellement émouvant, c'était tellement fort. On rentre vraiment dans l'intimité d'un couple, on voit toute sa souffrance, et on voit l'amour qu'ils se portent. C'est vraiment très très fort, et pourtant, il y a ce désir d'enfanter qui est là, et qui apporte une ombre au tableau, et cela rend les moments de la vie quotidienne beaucoup plus compliqués qu'ils ne devraient être. Notamment, par exemple, quand on a des proches autour de soi qui enfantent facilement, alors que nous, on n'y arrive pas. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le tableau, mais... Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des trigger warnings dans ce roman, parce que si vous êtes concerné par une de ces situations, ça peut vraiment, vraiment vous toucher encore plus fort. Moi, je sais que ça m'a beaucoup bouleversée. Et les illustrations en plus sont tellement parlantes, les dialogues ne sont pas toujours utiles en fait pour comprendre tout ce qui se passe, pour véhiculer des émotions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de planches qui n'ont pas forcément de bulles, et je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes. On a aussi l'aspect de la parentalité qui est abordé dans cette bande dessinée, et qui apporte un autre regard, parce que on a un exemple de la vie de la maman du petit garçon qui est très débordé, qui a plusieurs enfants, et qui les aime même s'ils n'ont pas toujours été désirés, mais qui montre qu'au quotidien, être une maman célibataire, c'est pas toujours facile non plus, et qu'il y a des hauts et des bas, et que ça n'empêche pas l'amour qu'on porte à ses enfants. Et ouais, cet album, cette BD, c'est une BD qui va mettre deux chemins de vie sur la même route, qui va mettre en lumière une amitié naissante et des thématiques très difficiles, peut-être un peu tabous. Et enfin, ça m'a vraiment touchée. Je pourrais pas dire que ça a été un coup de cœur, parce que ça m'a bouleversée, mais vraiment.
Par contre, je lui mets facilement 5 étoiles à cette bande dessinée parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et lisez ça à un moment où vous êtes pas trop mal moralement, quoi. Au mois de mai, j'ai relu le premier tome de Akotar de Sarah J. Maas, où on suit Fer qui va commettre un crime en allant chasser pour nourrir sa famille et qui va accidentellement tuer un fae. Et suite à ça, elle va devoir être retenue dans le monde des fées à la cour du printemps. Et sa prison, c'est un magnifique palais, tout ça. Mais ce palais a des choses un petit peu particulières. Enfin bref, je vous fais un résumé un peu bidon, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Akotar est une saga très très connue, donc je pense que c'est pas forcément utile. Et en plus, ce premier tome est une bonne réécriture de La Belle et la Bête, même si tous les autres tomes de la saga s'éloignent de ce schéma-là. Alors, je me rappelle que quand j'avais lu ce premier tome, j'avais trouvé le début du livre assez long lors de ma première lecture. Et cette fois-ci, en fait, j'ai pas eu cette sensation de longueur, mais je pense que c'est parce que j'avais une autre vision de la saga, comme je connais la suite, et je savais ce qu'allait apporter cette introduction au reste de l'univers, sachant que ce tome 1 est pour moi le moins bon de la saga, mais on a un univers au fil des tomes qui est incroyable. Par contre, voilà... Ça reste une saga de romantaisie avec un amour toxique. Il y a des choses qui sont pas forcément très saines et tout ça, mais c'est dans beaucoup de romantaisie en fait. Et j'ai beaucoup aimé replonger dans cet univers. Parler d'une saga que j'ai lue et re-relue, c'est toujours difficile parce que j'ai toujours peur de vous spoiler. Et pourtant, les relire, pour moi, j'adore ça. Je trouve que quand on relit un livre, ça apporte tellement de choses et on remarque toujours plein de détails auxquels on n'avait pas forcément fait attention avant. Ici, j'ai adoré retrouver Fer, j'ai adoré retrouver la famille de celle-ci qui n'est pas forcément un cadeau, mais qui n'empêche pas qu'aujourd'hui je suis attachée à ses membres. Petite mention spéciale à Nesta, ceux qui ont lu toute la saga comprendront. Quand on connaît vraiment la richesse du monde créé par Sarah J. Maas, je me dis que ce tome rend vraiment pas justice à la saga, mais... Entre la magie, les créatures magiques, les liens familiaux, l'amour, le contexte sociopolitique, enfin voilà, tout cet ensemble prend au trip dans la saga et c'est une saga que je peux que vous conseiller. Je me rends compte que je dis beaucoup le mot saga, mais voilà. Pour terminer cette update lecture, je vais enchaîner avec le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que sur les 3 premiers tomes dans la version VF, puisque le tome 2 en VO c'est le tome 2 et 3, c'est celui que j'ai préféré. Franchement, incroyable. Pardon. Je ne vous fais pas de résumé de ce tome 3 parce que je ne veux absolument pas spoiler. Je vais simplement vous donner mon avis sur ce tome 3 de l'Assassin Royal, qui est vraiment une petite pépite. Il m'a tellement hypé. Et ce tome 3, c'est vraiment un condensé de retournements de situation, de complots politiques, d'intrigues familiales. Franchement, il m'a rendu fou. J'ai eu énormément de réactions, j'avais le cœur qui palpitait, j'avais peur pour certains personnages, j'en ai insulté d'autres qui méritaient bien plus que ça, croyez-moi. Mention spéciale à vous savez qui si vous avez lu la saga ou si vous êtes en train de la lire, je pense que vous voyez de qui je parle. Et il ne m'a vraiment pas laissé insensible ce tome 3, franchement. Si j'avais adoré les 2 premiers tomes, je leur reprochais un petit manque d'action parce qu'ils étaient clairement introductifs à cet univers de dingue où on suit Fitz qui est le bâtard d'un des princes du royaume. Et clairement ce tome 3 vaut vraiment le coup de lire les 2 premiers opus et l'introduction des 2 premiers opus est vraiment essentielle pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce tome 3.
parce que ils vont mettre en place un univers assez complexe et notamment des liens familiaux qui sont très importants pour bien comprendre l'intrigue, pour bien comprendre comment fonctionnent les 6 duchés qui composent le royaume, pour comprendre l'implication des pirates rouges et tout ça. Et j'adore ça, quoi. Moi, j'adore quand on a un univers sociopolitique développé et tout. Pour moi, ce tome 3, c'est l'apothéose des deux. Il répond vraiment à beaucoup de mes questions. Et je peux pas développer plus sans vous spoiler l'histoire. C'est très très compliqué. C'est toujours délicat de parler d'une suite de saga, mais foncez. Franchement, foncez. Si vous trouvez le tome 1 un peu long, sachez que ça vaut le coup pour développer l'univers. Et actuellement, je suis en train d'écouter le 4 en audio. Et le 4 change encore un petit peu de contexte et tout ça. Je vous en reparle bientôt puisque j'essaie de lire un tome par mois pour lire cette saga. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette première partie de point lecture qui est déjà pas mal long. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, aimé les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo ou s'il y en a certains qui vous tentent et tout ça. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre une petite emoji sur... Il y a beaucoup de royauté, donc des petites couronnes, des petites choses un petit peu comme ça en emoji. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une bonne semaine, de belles lectures et on se dit à très vite. Ciao ciao.